programmation pluriannuelle. On ne peut pas mettre en œuvre, c'est Nelson Mandela qui l'a dit, une action qui ne découle pas d'une vision, c'est une perte de temps. Une vision qui n'est pas accompagnée d'action, c'est un rêve. Ce qui fait avancer le monde, c'est lorsque la vision est accompagnée d'action. Et nous sommes de plein pied dans cet exercice-là. Le souci est que nous puissions, que cette capitale qui était appelée autrefois la Belle, devienne Kinshasa la Belle. Et les communes devraient se prendre en charge. Les développements devraient partir de la base. Ça ne devrait pas être un développement imposé au sommet. Les populations doivent se mettre ensemble, se concerter, identifier les priorités, le mettre dans un document de stratégie et voir dans quelle mesure ces priorités devraient rencontrer un financement. C'est ça l'intérêt de la collaboration avec le gouvernement provincial. Je salue le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances d'aider. Aujourd'hui, ce sont les plans locaux de développement. C'est pour vous dire que les choses sont en train de bouger. Et nous qui avons un instrument de financement, nous ne pouvons que saluer cette volonté politique. Aucune réforme dans le monde entier ne peut marcher lorsqu'elle n'est pas portée au niveau politique. C'est donc le politique étant au cœur de tout ça. Nous sommes dans un mariage de raison et d'intérêt. Et je suis sûr que les échéances qui nous attendent témoigneront de notre parfaite collaboration et on espère que nous allons atteindre les résultats escomptés. Les communes qui donnent un visage autre que ce que nous souhaitons, demain peut-être ces communes auront l'image que nous allons nous-mêmes apprécier. Et je vous annonce tout simplement qu'au mois de juillet, par exemple, au mois de septembre, il y a un séminaire important à Barcelone sur le mécanisme du budget participatif. Et on est en train de réclamer l'expérience congolaise pour qu'elle soit présentée à ce symposium-là à Barcelone au mois de septembre. C'est pour vous dire que ce que nous faisons ne reste pas entre nous. Ce que nous faisons est aussi apprécié au niveau international et nous ne pouvons que continuer sur cette lancée-là, à continuer à accompagner les communes, continuer à accompagner les initiatives et surtout rencontrer les besoins de la population. Si on travaille comme son Excellence l'a dit, c'est pour le besoin de la population. On n'est pas un dirigeant pour soi-même. Si on est dirigeant, on a un mandat. Le mandat qu'on a reçu, c'est pour transformer les vies des populations. Nous étions venus pour l'évaluation à mi-parcours du plan national de développement du secteur de santé 2016-2021 et que nous avons axé notre intervention sur deux plans. Le plan financier et le plan infrastructurel. Et que ce sont les finances en fait qui sont la clé de voûte, qui conditionnent tout développement. Et que la province du Haut-Katanga est en train de chercher comment mobiliser les ressources financières parce qu'il y a une part du gouvernement central et provincial et c'est comme ça que nous avons appelé toutes les entreprises minières qui opèrent dans la province pour qu'ils remplissent leurs obligations de responsabilité sociétale. En fait, dans les chiffres d'affaires des entreprises, selon le code minier, il y a un pourcentage qui doit être rétrocédé à la province pour les actions sur le plan environnemental, social et même la santé. Donc nous avons prévu des constructions des infrastructures sanitaires, la réhabilitation et même les équipements. Et même l'approvisionnement de médicaments et un grand financement pour la vaccination. Et nous comptons aussi sur ces ressources financières. Donc je crois que d'ici quelques mois, ça sera déjà effectif. Et sur le plan santé, la province du Haut-Katanga va contribuer énormément à ces plans nationaux. Et sur le plan infrastructure, la province du Haut-Katanga, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, est en train de construire un grand hôpital moderne de niveau tertiaire avec l'apport des Chinois qui sera
effectif dans peu de temps, d'ici 3 mois. C'est un grand hôpital provincial et aussi... Qui pourra être peut-être l'un des plus grands de la République démocratique du Congo. Non. Je dis l'un des plus grands. Oui, en province. En province. Qui pourra rivaliser avec le cinquantenaire de Kisangani, l'hôpital du cinquantenaire. Je n'ai pas une idée là-dessus. Ah, d'accord. Je n'ai pas une idée là-dessus. Sur ce plan-là, d'ailleurs, prochainement, il y a l'hôpital Sendoué, général de référence Sendoué, le plus grand hôpital de la province, l'équivalent de l'hôpital général de Kinshasa, qui sera aussi réhabilité par... dans le cadre de cette coopération? Non, ça c'est dans le cadre d'une autre coopération, c'est dans le cadre ce sera comme un cinquantenaire à Lubumbashi. Hein, donc les bailleurs de fonds qui ont construit l'hôpital cinquantenaire veulent s'impliquer là-dessus, réhabiliter l'hôpital Sendoué, le général de référence. Et il y a aussi notre labo provincial de référence qui, d'ici 2 semaines, les travaux vont démarrer pour le réhabiliter, les mettre au niveau du standing de l'INRB, parce que dans le cadre de riposte en cas d'épidémie de maladie, on perd beaucoup de temps. Les échantillons peuvent venir de l'arrière-province, transiter par Lubumbashi, tout doit se faire à Lubumbashi. Donc le même niveau que l'UNRB. Et ça, c'est avec l'appui de la coopération coréenne, COICA, l'OMS, les CDC Atlanta. Donc dans 2 ou 3 semaines, les travaux vont commencer. Et aussi, ça je ne l'ai peut-être pas dit, il y a un grand dépôt qui sera construit, un dépôt de PEV, du programme élargi de vaccination, qui sera construit à Lubumbashi. C'est un grand dépôt similaire à celui qui est ici à Kinshasa, vers Massina, je crois. Oui. Il y aura un grand dépôt qui va servir la sous-région, le Grand Katanga et le 2 Kasaï. Donc ça, c'est des grandes réalisations à mi-parcours de ces plans au niveau de la province. Et aussi, nous avons parlé sur notre inspection provinciale de la santé. Comme on l'a dit, c'est l'unique inspection qui n'a pas encore de cadre et agent, parce que le médecin inspecteur provincial, il a été nommé il y a quelques semaines, et le processus est en cours pour sélectionner et recruter les agents et cadres qui vont animer cette inspection. Donc, la province du Haut-Katanga n'évolue pas en électron libre, et elle est dans les girons du système national de la République. Et c'est juste un retard qu'on a connu. Donc, nous allons nous rattraper et décoller, être au même niveau que les autres provinces. Seulement un grand défi, ce n'est pas encore installé, mais bon, il y a... Néanmoins, vous parvenez à prendre certaines mesures. Dernièrement, il y a eu une mission de niveau central, niveau national, de la direction, je crois, nationale de pharmacie, qui a été dépêchée à Kinshasa, et plutôt à Lubumbashi, qui ont effectivement noté que la plupart des opérateurs du secteur pharmaceutique ne respectent pas les normes, surtout en termes des AMMR, les autorisations de mise sur le marché. Il y a un grand dépôt qui sera bientôt même fermé pour les contrefaçons qu'ils sont en train de faire là-dessus. Donc d'ici là, on va fermer c'est des grands dépôts qui est géré par des expatriés, et on va y mettre de l'ordre. On va assainir ces secteurs au niveau provincial. Mon intervention était dans le sens de faire le plaidoyer et d'interpeller tous les décideurs, à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Parce que la situation qui se vit, pas seulement dans l'espace Kasaï, dans les Tanganyika, dans la province Ituri et celle du Sud Kivu, nécessite une intervention d'urgence. De la même manière qu'il y avait engouement
sur la problématique de Ebola, il faut qu'on les fasse. Et je voulais profiter de cette occasion pour faire voir que la situation de malnutrition est grave. Cette situation est très grave et au moins 4 enfants meurent par jour à la suite de la malnutrition. Et je voulais aussi interpeller tous les autres collègues parce que toutes les interventions que nous faisons au niveau du ministère de la Santé, sans une base nutritionnelle, ces interventions n'auront aucun impact. Juste un exemple, quand vous voulez donner un médicament, on demande toujours à l'enfant de manger. Mais comment vous allez donner le médicament? C'est un enfant qui souffre de la malnutrition aiguë, sévère, qui est marasmique, qui est kwashiorkor, et vous vous attendez à quoi? On mobilise des millions pour les antituberculeux, on mobilise des millions pour les antirétroviraux, on mobilise des millions pour la vaccination. Mais comment toutes ces interventions auront leur impact dans un terrain de malnutri? Alors mon interpellation, c'est de dire au gouvernement, et ça je l'ai dit tout haut, c'est de prendre le problème de la nutrition comme une urgence nutritionnelle. J'aurais souhaité qu'il y ait même un conseil des ministres spécial, qu'il y ait un CNC au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu cas d'Ebola, un CNC spécial, le ministre tous les jours, il était en train de présider. Il y a eu les cas de poliovirus dérivé vaccinal, un CNC spécial. Mais ces enfants qui meurent, rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce n'est pas une maladie transmissible. Alors que la malnutrition, c'est un boulevard de toutes les maladies. Un terrain malnutri, c'est un terrain qui est boulevard de toutes les maladies. Donc, on ne va pas dire qu'il y aura des développements dans ces pays aussi longtemps. Nous enregistrons autant de cas de malnutri sur l'ensemble du pays. Pour terminer, monsieur le directeur, est-ce que nous pouvons oser vous poser la question suivante? Si vous devriez classer la situation de la malnutrition en RDC au niveau mondial, notre pays pourrait être classé à quel niveau? Ici, je voulais peut-être clarifier quelque chose, parce qu'il y a une confusion avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen. On ne peut pas non plus nous comparer au Yémen et à ce qui se passe en Syrie, parce qu'en Syrie, il y a la destruction profonde de toutes les infrastructures. Même chose au Yémen. Mais ici, chez nous... Chez nous, c'est pire parce qu'il n'y a pas de destruction, mais le cas est extrêmement grave. Alors qu'il n'y a pas de destruction, alors qu'il n'y a pas bombardement, il n'y a pas bombardement. Donc on ne peut pas de différentes armées. Nous mettre au même niveau que la Syrie. Mais ici, notre situation, si les gouvernements mettaient la main sur la poche avec les experts que nous avons au niveau de Pronanut, je vous dis, dans moins de 3 mois, nous allons stabiliser la situation et on pourra parler d'autres choses, là, le développement du système de santé. Donc vous voulez dire, pour terminer, monsieur le directeur, qu'en moins de 3 mois, comme vous le dites, on pourrait récupérer les enfants que nous avons vus sur les photos que vous avez présentées? D'ailleurs, ces enfants-là, si nous avons les intrants, si le gouvernement nous donne les moyens, dans un mois, nous allons récupérer tous ces enfants qui sont en état grave, en un état modéré. Et après, nous allons commencer à assurer les suivis ambulatoires. Dans 3 mois, la situation pourra changer. Moi, c'est Dr Alain Yeti, directeur de la direction d'études de planification au ministère de la Santé publique. Docteur Alain Yeti, nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre intervention tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez en donner un résumé, la quintessence en résumé à nos téléspectateurs? Nous sommes dans la revue du secteur de la santé et nous faisons l'évaluation à mi-parcours de notre plan stratégique. Et aujourd'hui, nous étions en train d'analyser le résultat de l'évaluation après 2 ans de mise en œuvre. Et partant de ces résultats, on se pose la question de voir comment on peut améliorer la mise en œuvre des interventions pour aller vers la couverture santé universelle qui constitue l'objectif ultime de ce plan, dans le sens d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé dans le contexte spécifique de notre pays. Alors, est-ce que vous avez enregistré des améliorations? Nous avons enregistré quelques améliorations, mais qui sont timides, dans le sens que jusqu'à présent dans notre pays,
il y a une faible proportion de la population qui est couverte par le mécanisme de protection financière, c'est-à-dire l'assurance maladie. Et cela voudrait dire que nous devons voir avec nos partenaires et le gouvernement comment améliorer l'accès des populations aux soins pour que les dépenses de santé ne pèsent pas sur la santé de ménage. Donc le résultat montre que jusqu'à présent, 93% de la population paye quand ils ont des problèmes de santé. Et cela oblige la population à recourir à des mécanismes extrémistes qui le conduisent à un appauvrissement. Or, l'accès aux soins ne doit pas amener des problèmes financiers. C'est dans ce sens-là que nous devons aller dans le cadre de la protection financière de ménage contre le risque d'appauvrissement lié aux problèmes de santé. Docteur, pour terminer, n'eût été l'apport de nos partenaires, la situation sanitaire en RDC serait réellement catastrophique. La situation sanitaire, donc on est dans le cadre de la collaboration entre le gouvernement et ses partenaires, on voit les efforts qui sont faits. Jusqu'à présent, l'apport du gouvernement est focalisé dans la prise en charge du personnel de santé, mais il n'arrive pas encore à prendre en charge la réduction de la charge financière de ménage. C'est à cela qu'on doit tendre, notamment avec la subvention de soins. Il y a certaines interventions qui sont déjà subventionnées, vous voyez la vaccination où il y a une contrepartie du gouvernement et certaines maladies, mais ce n'est pas encore assez. Donc là aussi c'est un plaidoyer que nous lançons vis-à-vis du gouvernement pour que des mécanismes d'allègement des charges de ménage soient au rendez-vous avec la politique de la protection sociale qui va au-delà du secteur de la santé. La situation du Kwilu, comme dans la plupart des provinces de la République démocratique du Congo, est vraiment préoccupante. Et je vais l'étaler, comme vous l'aviez dit, en différents niveaux. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, c'est une situation où nous avons des effectifs pléthoriques, comme vous l'avez remarqué. La province du Kwilu, qui représente pratiquement les 1/16e de la population de la République démocratique du Congo, a déjà environ les 20% des facultés de médecine. Et c'est déjà un problème par rapport à la production qui doit être réglementée. Mais là, le problème n'est pas seulement dans les secteurs de la santé, comme beaucoup l'ont dit. C'est un problème qui intéresse également les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire. Donc ça demande à ce qu'il y ait implication d'autres secteurs pour qu'on puisse réguler. Mais le problème serait, est-ce que le Kwilu a réellement besoin de toutes ces facultés de médecine? Moi je dis non. Et cela a été justifié lors de la conférence des médecins du Kwilu, qu'il faudra, je dirais, revoir cette question et probablement travailler avec la politique pour qu'on essaye de réduire le nombre de facultés de médecine dans les Kwilu. Nous croyons qu'on a besoin d'une faculté, sinon de 2 facultés. Et ces ressources humaines-là doivent être également des ressources humaines de qualité. Là encore, c'est un procédure. Nous sommes dans une province où il n'y a pas de spécialistes cliniciens pour encadrer tous ceux qui sont formés. Donc là, c'est vraiment un problème que nous devons attaquer avec cette revue annuelle par rapport à notre province. Maintenant, ce qui est des équipements, bon, nous ne devons pas trop pleurnicher parce que déjà avec la décentralisation, les 2 autres provinces serres n'ont pas hérité des infrastructures comme le Kwilu. Le Kwilu avait déjà les 2 grandes villes de l'ancienne province du Bandundu. Donc là, je cite Kikwit et Bandundu-Ville, qui sont restés dans les Kwilu. Mais dis-moi, les besoins sont toujours là en termes d'infrastructures. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer d'améliorer, parce que même si, par comparaison, nous pourrions être mieux que les 2 autres provinces, mais nous n'avons pas les niveaux requis en termes d'infrastructures. Donc on est en train de travailler là-dessus et c'est une priorité pour le gouvernement provincial du Kwilu qui est géré par le professeur Michel. En termes de médicaments, oui, nous bénéficions d'un grand projet, l'un des grands projets du pays que la République démocratique du Congo est en train d'implémenter avec le financement de la Banque mondiale, c'est le PDSS,
projet de développement du système de la santé qui est dans toutes les 24 zones de santé de la province du Kwilu. Mais il se pose aussi des problèmes parce que là, la couverture n'est pas universelle. Quand on dit 24 zones de santé, est-ce qu'on est dans toutes les aires de santé, dans toutes les formations sanitaires? Je dirais non. Alors il se pose un problème par rapport aux équipements et surtout par rapport aux médicaments. Les médicaments parce que nous avons une province qui avant était desservie par deux centrales, celle de Kikwit et celle de Bandundu. Mais actuellement, nous avons des problèmes avec la Kameband, celle de Bandundu, qui n'arrive pas à couvrir les besoins dans les 6 zones de santé qu'elle doit desservir. Et de l'autre côté, la politique nationale en approvisionnement médicaments a mis en place un système qui ne reconnaît plus la Kameband comme étant une centrale qui doit desservir les médicaments de qualité. Donc là, c'est un dossier que nous sommes en train de gérer avec le niveau central pour voir est-ce que faudra-t-il que nous puissions accompagner la Kameband pour qu'elle revienne. Est-ce que cela n'est plus possible? Comment aider alors la centrale de Kikwit à couvrir toute la province du Kwilu? Ça, c'est vraiment un problème. Mais de l'autre côté, je crois que c'est dans toute la République démocratique du Congo où nous avons un défi par rapport à l'approvisionnement médicaments. Les médicaments de qualité, vous voyez actuellement avec le travail qui est fait avec l'inspection générale de la santé que nous saluons, vous attendez de part et d'autre. On a trouvé des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité, des contrefaçons, ainsi de suite. Donc ça, c'est un grand défi et nous pensons que le système de la santé, seul ne peut pas résoudre ces problèmes. Ça demande une implication multisectorielle et nous estimons que ça pourrait aller. Mais nous, au niveau de la province, le gouverneur a lancé l'inspection provinciale de la santé pour nous accompagner, pour qu'on puisse à notre niveau également adresser déjà des solutions par rapport à ça. N'oublions pas que la santé aujourd'hui est un des secteurs décentralisés, donc la responsabilité revient entre autres aussi à la province pour essayer d'améliorer la santé de sa population. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je suis content de l'opportunité que vous m'offrez pour que je puisse m'exprimer par rapport à ma province, qui est la province du Haut-Touélé. Une province qui a une certaine particularité parce que nous sortons effectivement de cette opération de démembrement, en fait. Et cette province, j'ai tenu à signaler que il fallait que lorsqu'on fait une évaluation, qu'on tienne compte du fait que nous sommes, c'est vrai, le fruit de démembrement, mais nous n'avons pas la même situation que les autres provinces qui, en fait, possédaient déjà dès le départ leur chef-lieu avec tout ce qui est comme, je dirais, toutes les infrastructures. Nous avons une particularité, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus plaidé pour qu'on puisse faire ce que moi j'ai appelé, en fait, une discrimination positive, en tenant compte du fait que nous partons quasi de tabula rasa, de la situation d'affaires zéro, et qu'il faudrait qu'on puisse tenir compte de cet aspect des choses lorsqu'on doit évaluer. Parce qu'on ne parle pas de la même chose en ce moment-là. Donc nous sommes un peu en retard par rapport aux autres. Donc il fallait qu'on puisse mettre suffisamment de paquets pour permettre à ce que nous puissions émerger et que nous atteignions effectivement les niveaux de tous les autres zones. Deuxième chose, c'est que j'ai aussi parlé du problème de l'État en tant qu'acteur principal pour le secteur de la santé. Pensons que c'est important lorsqu'on évalue les choses telles que celles-ci, qu'on tienne compte du fait qu'il y a des choses que nous pouvons faire, échanger à notre niveau et d'autres choses pour lesquelles en fait il faut que l'État central, le gouvernement central puisse réellement jouer son rôle pour que nous tous qui sommes là aussi nous puissions être tirés en fait vers le haut. Je crois que ce sont des éléments comme ça que nous avons je tenais à signaler et surtout en sachant que nous sommes une province qui est confrontée à des problèmes sécuritaires. On parlait ici en fait des éleveurs Mbororo qui émergent en fait au niveau de notre province et j'ai évoqué la problématique des LRA qui sont en fait des rebelles de l'Ouganda qui émergent aussi au niveau de notre province et puis aujourd'hui nous sommes complètement confrontés à l'afflux massif de réfugiés du Soudan du Sud qui aussi lorsqu'on voit aussi impact sur notre politique de santé. Vous savez, lorsque vous avez à gérer
de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas été prévues dans votre programme, ça impacte réellement sur tout ce qui doit être fait. Donc je dis que tous ces éléments sont des éléments importants qu'il faut tenir compte lorsque nous allons à évaluer en fait la politique au niveau de notre province. Excellence, Monsieur le ministre provincial, voudriez-vous dire en brossant cette situation que vous ne savez pas répondre à tous les besoins de la population de votre province en termes de santé et que certains des habitants de votre province doivent mouvementer vers d'autres pour aller bénéficier de certains soins spécifiques que votre province ne parvient pas à disponibiliser. Absolument, absolument. Je crois qu'effectivement, lorsque vous avez une province qui fait son programme uniquement pour sa population, parce que cette province essaie de dénombrer sa population, et que du coup vous êtes confronté à un afflux massif, non seulement des éleveurs moraux qui constituent quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes avec leurs têtes de bétail et autres. Vous avez aussi de l'autre côté en fait les réfugiés soudanais qui viennent parce qu'il y a toujours encore des problèmes au niveau de la République soudanaise. C'est vrai qu'en ce moment-là, ça bouleverse un peu le calcul parce que la proximité, si pas la présence de ces personnes justement avec notre population, fait que nous sommes confrontés à des demandes de plus en plus grandes, des aides, et donc pour ça, il faudrait absolument que l'État, le gouvernement central puisse intervenir. Je suis content et heureux de dire aussi que nous avons un gouverneur de province très très dynamique, le docteur Jean-Pierre Lola-Kisanga, qui chaque jour, lorsqu'il est ici, au niveau de la capitale, essaye de toucher à tous les niveaux de pouvoir pour qu'effectivement il y a des choses qui puissent se faire là-bas. Je ne veux pas dire que tout est vraiment réussi comme tel, mais en tout cas il continue à se battre pour que nous puissions avoir le moyen, que nous puissions les disponibiliser, afin que nous puissions en tout cas pousser et permettre à ce que toute la population, qui est la population locale, mais également cette population étrangère qui vit avec nous, puisse avoir accès à des soins de santé de qualité. Pour terminer, Excellence, oui. Quelle est la pathologie à laquelle votre province est la plus confrontée et comment vous y prenez-vous pour prendre en charge votre population? Y a-t-il une pathologie particulière à laquelle votre province est confrontée avec plus d'acuité? Oui, très bien. C'est laquelle? Très bien. Je suis heureux que vous ayez posé cette question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes une province qui est aussi une province aurifère. Et donc nous avons la grande société qui va le gold mining qui se trouve à ce côté-là. Et donc on est confronté à la problématique du VIH/SIDA. Et je suis heureux que vous me donniez en fait l'opportunité de pouvoir le dire parce que depuis bien longtemps, notre province a été inhibée en fait dans la grande province orientale, ce qui fait que toutes les données par rapport à la VIH/SIDA qui étaient envoyées ici au niveau central étaient un peu, je dirais, annihilées par la grande province orientale. Aujourd'hui, avec les démembrements, ce que je salue justement l'initiative du chef de l'État par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui on arrive à extraire les données qui concernent uniquement la province du Haut-Uélé. Et moi, en tout cas, comme on dit, à quelque chose de malheureux bon, je suppose que ça permettra à ce qu'il y ait une attention particulière, à la fois pour l'appui et le soutien puisse être donné à cette province-là pour essayer vraiment d'attaquer, de combattre cette problématique. La deuxième chose que nous avons, c'est le cas du paludisme. Vous savez, c'est une province aussi à humidité un peu beaucoup plus grande, ce qui fait que nous avons toujours connu des cas en fait de croissance, si pas des épidémies en fait de paludisme qui, de temps en temps, émergent au niveau de certaines zones de santé. Il y en a 2, 3, 4 zones de santé qui connaissent chaque année cette problématique. Heureusement, de ce côté-là, il y a quand même suffisamment d'appui que nous recevons, mais je pense que ce soit le problème de VIH/SIDA, parce qu'aujourd'hui, la province du Haut-Uélé, en tout cas, il y a un coin qui est là, qui constitue en fait le point culminant, en fait, l'impact de VIH sur le SIDA au niveau de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est important qu'on les dise pour qu'effectivement des appuis consistants puissent venir là-bas pour essayer d'aider à ce qu'on puisse endiguer tout cela, même si nous prenons déjà des initiatives. Nous faisons parfois, en tout cas, le gouverneur de province a pris l'initiative à ce que nous puissions faire un dépistage global public de l'ensemble de la population. Et tout ça sont des actions qui permettent à ce que chaque population puisse connaître son état sérologique. C'est de cette manière-là que nous pouvons vraiment prendre en charge les gens comme il se doit pratiquement. Après le démembrement, bien sûr, les infrastructures sont restées dans le Kwilu. Le Kwango est une nouvelle province, mais nous avons quand même trouvé quelques infrastructures sur place et nous nous débrouillons avec les moyens de bord, avec le gouvernement provincial, avec le peu de moyens et les partenaires, nous parvenons quand même à nous installer. Tout début est difficile, mais nous parvenons quand même
à trouver des solutions pour l'une ou l'autre chose chez nous. Et en termes de ressources humaines dans le secteur de la santé, d'où proviennent-elles, disons, en particulier? Au Congo, nous n'avons pas d'université qui forme le médecin, mais nous avons quand même des instituts, des systèmes dans toutes les zones de santé pratiquement. Les ressources humaines viennent pour la plupart, pour ce qui est des médecins de Kinshasa et parfois de Kikwit aussi qui est à côté. Nous avons des items dans notre province et je pense que nous avons 14 items et plus ou moins une dizaine d'items et les autres, le reste du personnel vient de Kinshasa. Ces items sont très sollicités par la jeunesse estudiantine? Oui, il y a la proximité, hein, c'est-à-dire que quand il y a un item ou bien un item qui est à côté de la maison, c'est tout à fait normal que les gens puissent aller dans cette institution-là. Par rapport à l'époque où il fallait se déplacer pour venir nécessairement à Kinshasa, maintenant les gens vont à côté, donc, et ça leur permet de ne pas faire trop de dépenses, d'avoir accès aux études qui coûtent beaucoup moins cher que s'ils devraient se déplacer pour venir à Kinshasa. Est-ce que bien souvent vous recourez à l'évacuation pour certains cas que la province du Kwango ne peut traiter, qui semblent un peu difficiles et vous êtes obligé de les évacuer ou vers Kinshasa ou vers la province du Kwilu? Ça arrive de temps en temps? Vers la province du Kwilu, non. Vers Kinshasa, oui. Parce qu'au niveau de la province, nous n'avons pas un hôpital tertiaire, c'est-à-dire nous avons des hôpitaux secondaires, c'est-à-dire après les centres de santé, nous avons des hôpitaux généraux de référence. Mais s'il y a un problème qui demande la spécialité, on les évacue à Kinshasa. À partir de Kenge, c'est plus facile parce que la route est bitumée, mais ceux qui sont beaucoup plus à l'intérieur du pays doivent se débrouiller vraiment pour faire parvenir les malades à Kenge d'abord et puis les évacuer à Kinshasa. Excellence, Monsieur le ministre, pour terminer, y a-t-il des pathologies qui sont une ou l'autre pathologie qui est plus courante dans la province du Kwango pour laquelle vous devez, à laquelle vous devez apporter une attention particulière, tant elle décime peut-être la population? Décimer, vous savez, les pathologies les plus courantes partout dans le milieu tropical, c'est surtout le paludisme et les maladies diarrhéiques. Pour ce qui concerne les maladies diarrhéiques, dans notre province, nous avons surtout la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde qui est vraiment pratiquement de façon endémique dans certaines zones de santé comme Tembo, Kaemba, Panzi de l'autre côté. Vous savez ce que ça signifie la fièvre typhoïde, c'est une maladie des mains sales. Nous sensibilisons la population, nous faisons tout pour qu'on puisse arader cette situation, mais c'est dû aussi au contexte, à certains problèmes qu'on trouve sur place dans ces zones de santé-là. 10e participation de la revue annuelle dans le secteur de la santé. Je suis ancien député national. J'ai fait pratiquement 5 ans au Parlement. Et je suis donc à ce niveau-là député national, mais je suis de la société civile. Et j'ai l'expérience de plus de 35 ans dans la gestion des structures de soins de santé en tant que membre de la société civile. Donc j'ai dirigé la zone de santé sans être médecin, avec les financements communautaires. Et actuellement,
Je suis président du Conseil national des ONG de santé de la République. Confession religieuse nationale et internationale. Partenaire du gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé. Donc, vous avez vu toutes mes interventions, c'est actuellement, ce sont les ménages à 46% qui financent les structures de soins de l'État. Donc toi, papa et maman et les enfants, qu'on considère dans le vocable actuel ménage, pour vous faire soigner, vous allez à l'hôpital avec vos moyens propres. Alors que ça ne devait être pas comme ça. Ça doit être comment? Les subventions ou de l'État qu'il donne à des hôpitaux pour améliorer ce que vous apportez. Il y a des efforts, mais ce n'est pas ça que nous attendons comme effort. Il faut qu'on continue avec ces efforts-là. À faire quoi? À mobiliser des ressources internes. Est-ce que cela est possible, honorable? Des ressources internes, étant donné la précarité de la vie du Congolais en général? C'est possible quand il y a une volonté. C'est comme toi, papa et maman, à la maison, tu dis comment je vais manger demain. Tu te poses des questions, comment mes enfants vont aller à l'école. Mais tu fais un effort. Mais vous n'êtes pas sans ignorer, honorable, qu'il y a des Congolais qui ne mangent pas tous les jours et qu'il y a des parents qui sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous êtes député, vous connaissez bien tous les désidératas auxquels le peuple congolais en général est confronté. Je suis d'accord avec vous, mais la mobilisation des ressources internes concerne tous les Congolais. Ça dépend maintenant des stratégies au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque gouvernement, au niveau de chaque parlement, comme nous avons notre Assemblée nationale, comme nous avons le Sénat, leur budget, ce que nous venons de voir, vous étiez dans la salle, que les divisions provinciales de la santé ne sont pas subventionnées. Quelqu'un qui a 35 zones de santé, comme dans la capitale, vous avez vu les critères là où on nous a démontré comment les indicateurs dans la ville de province de Kinshasa ne sont pas bien collectés parce qu'il n'y a pas de moyens financiers qui accompagnent. Mais les personnels de la santé sont là. Il faut que les moyens soient mis pour améliorer la santé de la population à travers nos agents communautaires, nos agents de santé qui sont à la disposition de l'État. Mais quand les moyens n'accompagnent pas, même minimes soient-ils, même si on les propose au budget, mais il faut que ça vienne pour qu'on comble ces vides-là. Mais quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ça fait un problème. Ça fait un problème. Alors, honorable, pour terminer, vous avez dit que ça doit être la 10e revue à laquelle vous participez. Oui. Depuis la première à laquelle vous avez participé, Oui. est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des améliorations dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Les améliorations sont là, mais elles ne touchent pas toute la population. Elles ne touchent pas toute la population concernée. Les améliorations sont là, mais il faut les... Vous voulez dire qu'elles ne touchent pas les plus nécessiteux? Les plus nécessités et ce qu'on appelle en vocable de développement, les vulnérables. Les plus vulnérables, c'est exact, honorable. Dans la ville de Kinshasa ici, allez seulement à Makala. Pas seulement à Makala, honorable. Allez, mais je vous dis le cas de Makala que je maîtrise et Barumbu ici. Milliers de coins de Kinshasa, honorable. Vous verrez dans une parcelle, l'assainissement de cette parcelle n'est pas l'affaire
de ceux qui y habitent. Donc ils sont abandonnés et la commune, l'autorité communale et tant d'autres ne contrôlent pas même la santé de la population au niveau de cet espace seulement familial. Là où les gens dorment, là où les gens font leurs besoins, là où les gens cuisinent, préparent. Mais c'est là à côté où il y a l'eau qui passe, qui stagne. Et puis les fosses septiques sont ouvertes. Donc les fosses septiques, vous allez trouver à Makala. Et certaines sont déjà pleines depuis longtemps. Et débordent. Il n'y a personne qui peut les évacuer, alors qu'il y a un service de sanité. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, mais les personnes qui sont là, censées le faire, ils ne le font pas parce que les moyens ne sont pas mobilisés. Quand on parle de moyens, c'est toujours les moyens financiers. Et même la volonté n'y suit pas. Voilà la problématique que nous venons de voir, qu'il faut changer. La santé, elle est prioritaire. Elle est prioritaire. Comment voulez-vous 35 zones de santé, on ne sait pas prendre en charge la division provinciale de la santé? Nous venons de voir ça, c'est 0,0 au budget de l'État. Nous venons de voir les documents, je peux vous les donner. Mais il faut que les petits efforts qui a été fait, mais qui continuent, que cet effort continue pour que les divisions provinciales qui sont censées, elles sont censées plutôt amener des activités de santé au sein de la population, ne parviennent pas à couvrir tous les besoins parce que les moyens ne sont pas là. Il y a les plans opérationnels qui sont mis en place, mais ces plans opérationnels, si ces plans sont vraiment financés, je crois que nous atteindrons les objectifs dits de couverture sanitaire universelle. C'est ça la problématique.